Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une opération de la CIA qui porte le nom d'Opération Merlin. Alors de quoi il s'agit? En fait, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité avec Stuxnet, donc c'est une opération conjointe américaine et israélienne pour intoxiquer le programme nucléaire iranien. Donc là, en fait, c'est précurseur, en fait, c'est une opération qui est précurseur de Stuxnet, donc c'est en fait une intoxication aussi du programme iranien. Donc elle se déroule en 1996 jusqu'à l'an 2000, elle va se prolonger jusqu'en 2003 avec un autre pays. Et donc on a plusieurs protagonistes. On a donc, on a comment on appelle ça, un whistleblower, c'est un lanceur d'alerte américain qui était en fait l'espion, un officier de la CIA, qui s'appelle Jeffrey Sterling, qui est passé en commission sénatoriale américaine sur le renseignement et qui a raconté son histoire avec la CIA. Donc en fait, Jeffrey Sterling, il a la CIA entre 1993 et 2002. Et donc, c'est un officier sur le terrain, un officier clandestin, qui va recruter des sources pour le programme iranien, pour intoxiquer les Iraniens. Donc, en fait, la particularité de Jeffrey Sterling, c'est qu'il est noir. Voilà. Donc ça va poser des problèmes, mais pas dans le mauvais sens. Mais en fait, il y a des problèmes à ce moment-là avec cet officier afro-américain, c'est qu'en fait il n'a pas les mêmes droits que les officiers qui sont de couleur blanc, et donc il y a des discriminations, il va porter plainte parce qu'il n'y a pas d'égalité des chances, sur la discrimination raciale, sur le racisme. En fait, il ne dispose pas des mêmes outils que ses collègues blancs. Et donc tous ces problèmes vont faire en fait s'envenimer, mais sa mission va être réussie parce qu'il va recruter un immigré russe qui est un ingénieur, voilà quoi. Pourquoi russe? Parce que ça fait plus vrai que nature. Et donc, cet informateur qui est russe, qui est spécialisé sur les questions d'armement nucléaire, comme je vous dis, il est ingénieur, et il porte le nom de code Merlin. Et donc, Merlin va rentrer en contact avec des parties iraniennes, via des emails. Je sais que c'est bizarre, via des emails. Et ces emails portent son nom, de l'ingénieur russe. Je sais que ça paraît incroyable. Et donc cet ingénieur, il va toucher un salaire de 5 000 euros, 5 000 $ plus les frais de déplacement. Et donc son travail consiste à hameçonner des Iraniens. Ça peut être des scientifiques, des professeurs d'université, tout l'environnement qui gravite autour du programme nucléaire. Donc en fait, il va communiquer une pièce qui s'appelle Fireset en anglais. Donc en fait c'est le système d'allumage d'une bombe nucléaire ou d'une ogive nucléaire. Donc c'est un des deux, quoi. Parce qu'en fait dans les Wikileaks, c'est ce qu'on voit, quoi. Mais vous pouvez trouver d'informations sur internet, sur cette histoire si vous intéresse. Et donc Merlin va prendre contact avec différentes personnes et va avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il y a son nom, son prénom, et ils ont essayé de pirater sa boîte hotmail plusieurs fois, et il a peur que les Iraniens repèrent son adresse IP où il habite. Et donc ça, il va en faire cas à son officier traitant, Jeffrey Sterling. Donc comme je vous ai dit, Jeffrey Sterling, lui, il a recruté plusieurs sources. Alors, comme je vous ai dit, il y a du racisme, et en fait, par exemple, quand il est en poste en Russie, est-ce que vous avez déjà vu un noir qui parle le farsi en Russie et qui recrute des immigrés russes? Voilà, donc c'est un transfuge. Et voilà, donc je vous ai dit, c'est vraiment bizarre, quoi, cette histoire. Et donc ils vont pouvoir, en fait, Jeffrey Sterling, donc comme je vous ai dit, c'est l'officier traitant, mais il travaille dans une cellule iranienne, et il y a beaucoup de pression sur cette cellule pour qu'il ralentisse le programme nucléaire iranien. Et donc le travail comme je vous ai dit, le travail de l'ingénieur russe qui est spécialisé dans les questions d'armement nucléaire, c'est de hameçonner des pigeons iraniens. Et donc il touche un salaire et tout ça, et donc il va être envoyé, on va envoyer la marionnette russe, l'ingénieur, à Vienne. Et la mission est qu'est-ce qui se passe à Vienne. Donc il doit rencontrer face à face to face, le représentant permanent iranien à l'AIEA et lui remettre les plans.
Mais ces plans, ils ont un problème. Ce que nous avons ici dans cette histoire, donc un ingénieur russe qui connaît très bien le sujet, et donc il va découvrir ces plans, et il va dire à l'équipe américaine qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des pièces qui manquent. Des pièces, vous imaginez. Des pièces qui manquent, et on va lui répondre que c'est fait en exprès, et que vous allez devoir écrire une note dans ces plans, en disant je veux de l'argent, être rétribué, et je vous dirai qu'est-ce qui manque dans ces pièces. Donc là, c'est déjà mal barre. Et en fait l'immigré, le transfuge, il a peur. Il a peur pour sa vie, il a peur que les Iraniens découvrent. Il y a aussi un autre problème, c'est que les plans sont écrits en anglais. En anglais. Pour un russe, c'est vraiment bizarre. Vous voulez vendre des plans à des Iraniens et les plans sont en anglais. Donc là, il y avait déjà un deuxième problème. Et troisième problème, le CV du russe, de l'ingénieur russe. Alors, ils ont écrit que... C'est un CV qui était bidon, hein. Ils ont écrit qu'il a une expérience scientifique à Arzamas 16. Et Arzamas 16, c'est quoi? C'est un centre nucléaire russe. Et en fait, il n'en a pas. Et comme vous savez, les Iraniens, bon maintenant il y a la guerre Russie-Ukraine, et comme vous savez, les Iraniens, ils sont accoquinés avec les Russes. Donc ils vont vérifier et ils vont tout découvrir le pour. Les Américains disent, la CIA dit, pardon, que non, c'est pas un problème. Une fois qu'ils vont prendre les plans, ils vont manger des plans et voilà, ils vont gober tout et ils vont rien vérifier. Donc vous voyez, l'ingénieur il a peur. Alors donc sa mission c'est de rencontrer face à face le représentant permanent iranien à l'AIEA, et donc il a peur et il ne va pas le rencontrer. Alors il raconte dans les mémos, quand il est passé, parce qu'il y a une affaire judiciaire pour cette histoire, et donc quand il va passer en commission devant le juge, il va dire qu'il n'a pas trouvé les sièges permanents d'Iraniens à Vienne. Et puis il va dire qu'il est revenu le lendemain. Le lendemain, le bureau était fermé. Et il va revenir un autre jour. Et voilà. Donc, en fait, il va tout faire, il va tout saboter parce qu'il ne veut pas aller plus loin dans l'histoire, parce que c'est mal foutu. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au final, il va déposer le pli postal dans la boîte aux lettres. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les Américains sont contents parce que la cellule auquel l'officier traitant de la CIA travaille s'appelle le CPD. C'est une cellule comment on appelle ça, qui lutte contre la prolifération nucléaire, une division qui est centrée sur l'Iran. Et les responsables de la CPD vont déclarer que néanmoins que les prémices de l'opération étaient un succès début mai, c'est-à-dire on est environ de l'an 2000 quand l'opération a lieu à Vienne. La CPD a écrit que dans un câble intitulé « Les Iraniens mordent au premier hameçon » que la mission iranienne avait été expédiée, ils ont expédié le paquet en Iran plutôt que de le jeter à la poubelle. Donc ils disent que c'est un bon début. En fait, je vous dis, c'est un ratage. Alors en parallèle, les responsables du CPD réfléchissent déjà à la manière d'utiliser Merlin comme appât pour un autre pays, d'après les câbles de la CIA, qui datent de 5 avril 2000. Ils ont une autre façon, ils ont une façon ou d'une autre réussi à poursuivre l'opération jusqu'en 2003, selon les témoignages entendus au procès, et ce malgré l'absence de réponse de la part des Iraniens. Donc en fait, les Iraniens, ils n'ont pas répondu du tout, et donc pour les Américains, pour la CIA, c'est bon, on a un autre pays qu'on va hameçonner. Donc en fait, le résultat de l'opération, c'est qu'elle a accéléré le programme iranien. Parce qu'ils avaient déjà une partie du plan de montage pour la mise à feu de l'ogive nucléaire, donc il y avait juste à corriger quelques détails. Et ça, la CIA ne l'apprécie pas, et donc, bon, il y a par exemple, Gonzila Rice, la secrétaire d'État, qui dit que, voilà, donc tout ce qui est écrit sur cette affaire est faux. Il y a eu un livre qui s'appelle en anglais State of Wars de James Reason, qui a été publié, qui raconte cette histoire plus en détail. Et voilà, donc l'opération était un échec, mais pour la CIA apparemment c'était une opération qui a réussi. Et en fait notre lanceur d'alerte a été condamné au final à 3 ans et demi de prison, 100 000 $ d'amende en 2010. Et donc il a réglé son litige avec la CIA. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a arrêté de travailler pour la CIA parce qu'il voulait servir la nation. Je vous mettrai un petit film à la fin pour l'entendre et le voir. Et donc, pourquoi il a été condamné? Parce qu'il a parlé aux journalistes. Alors, ils n'avaient pas des preuves matérielles, mais ils avaient des métadonnées
de téléphone. Donc le journaliste est communiqué au téléphone avec l'officier traitant de la CIA à cette période, quoi, quand l'affaire est sortie. Donc ça a constitué un élément de preuve, même si on n'entendait pas les conversations dans la nature des conversations, quoi. Voilà, donc on aurait pu se dire que Jeffrey Sterling, il aurait pu dire, voilà, qu'il fallait raconter son histoire de lanceur d'alerte plutôt que raconter l'histoire de la CIA. On peut dire que c'était une petite vengeance de l'officier traitant de la CIA contre son ancien employeur. Voilà, donc il a retrouvé un autre poste. Jeffrey Sterling, il travaille dans une compagnie d'assurance, il vérifie, il contrôle les dossiers des assurés. Et voilà, donc comme je l'ai dit, ça finit mal pour tout le monde et personne n'a gagné dans cette histoire. Match nul entre l'Iran et les États-Unis. Voilà, c'est fini. It came to me the first time I was in my third year of law school, and it was after lunch, and we were just looking at the paper. You know, during this time, you're starting to figure out what you're going to do after law school. And I came across an ad in the paper. It was a drawn figure of a man standing, looking over a canal, you know, sort of romantically. And the headline caption on it was "See the world." You know, serve your country, you know, join the CIA. I was immediately intrigued by that because even from growing up, I wanted to get out there and see the world. I've had brothers who were in the military, you know, they served, and I wanted to serve as well. And it seemed like a great opportunity for me. You know, how many times do you come across something that may give you the opportunity of dream that you've had for so long? And that was all of it wrapped in one for me. And I was excited to see if I could join, see if I could be a part of that organization. I felt special about it when I saw that article and the opportunity and the chance. And, you know, I rushed home that day and started the process. I was called into an office, you know, my supervisors, and told that I was not going to that location. I asked why. The answer was, well, and I quote, that I kind of stuck out as a big black guy speaking Farsi. I was a bit of a shock. Nothing to that extent had ever been raised. No concern about that had ever been raised to me before. Now it's being raised on the verge of me going overseas. And immediately the question that came to mind and that I asked, well, when did you realize I was black? Because evidently, you know, I'm thinking to myself that it hasn't been an issue, and I certainly wasn't told coming into the agency that my skin color was going to be an issue. They didn't really have an answer for me. Just said that there were security concerns and that I would not be going to that position, and they selected someone else. They show up at my door wanting to talk to me about a book that had come out that I had no idea about the book. And they showed me a picture of an Iranian saying that, well, we think you're in danger. I'm not the smartest man in the world, but I'm relatively savvy enough to know that that was a ruse. I asked them if they had talked to my attorney, and of course they said they hadn't. So that was the first real indication that I'd gotten that anything was going on, that I was being investigated for anything. And that maybe is the beginning of the real hell that me and my wife have started to go through. All of it came crashing down onto me, sitting in that jail cell. So many years, so many struggles. And I'd gotten to a point where I had picked myself up and was just moving on. And they came knocking at my door, and they came to arrest me. And all of it came rushing back. And it was a feeling of, ultimate betrayal, an organization that I dedicated myself to, a government that I dedicated myself in service to. And they were coming after me.
and they got me out of the blue. Tore me from my wife, who I love dearly, who was part of my resurrection that I had gone through. And it felt like my whole world had come crashing down. And that this behemoth of anger at me, of retaliation at me is having its way. And the feeling of, how do I stop this? In some ways, in a lot of ways, I do feel like a broken man. I know I'm not broken. It's a terrible situation to be in. I don't know what my future is. Do I have a future? What is going to happen on sentencing? I have no idea. All I can do, all me and Holly, my wife, can do is, unfortunately, prepare for the worst, but hope and pray for the best.